Il est musicien, entrepreneur, il a une usine de cigares au Honduras, il a fait des tas de choses, il a vécu à Paris, à Miami, bien sûr, il est aujourd'hui en Israël. Un plaisir de faire un parcours d'Alia, de raconter sa vie avec nous, Pierre Nakache. Welcome, bienvenue. Merci beaucoup, merci Cathy. C'est dur de résumer tout ça, hein. Je ne sais pas comment on va faire, mais bon... On va tout concentrer, on va donner les points principaux, on va donner l'essentiel. L'essentiel. Alors d'abord, tout a commencé au Blanc-Ménil, où tu as passé ta jeunesse. Tu es né à Paris. À Paris même, ouais. Voilà, et tu as grandi dans le 9-3, comme on dit. Dans les territoires aujourd'hui. Ce qu'on appelle les territoires aujourd'hui, voilà. Au Blanc-Ménil. Et rien ne te prédisposait à venir en Israël. Tu es là depuis 9 ans. Ça fait 9 ans que j'ai fait l'Alia, oui. Alors, avant de passer en revue et de savoir surtout pourquoi ça t'a motivé à venir, pourquoi tu as voulu venir en Israël, tu as commencé, on va dire, très très jeune à jouer de la musique. Et c'est le fil rouge de ta vie, c'est pour ça que je commence par là, parce que tu es toujours musicien. Toujours, jusqu'à aujourd'hui. Tu es aujourd'hui musicien de nombreux stars israéliennes. Oui, mais surtout dans le Mizrahi. Mais c'est pas grave, on n'est pas fâchés. Non, parce que c'est la musique israélienne, c'est vraiment le cœur d'Israël. Disons que tu as commencé comme ça ici, alors que tu étais plutôt ambiance funk. Funk, salsa, latine. C'était plutôt, surtout pour un bassiste. C'est un instrument qui demande à avoir un jeu beaucoup rythmé, dansant. Donc c'était beaucoup plus adapté. Alors aujourd'hui, tu es le guitariste attitré de Kobe Bryant. Exact. Et plein d'autres, tu as joué avec plein d'autres musiciens assez connus ici, mais tu as commencé à 14 ans pour faire un remplacement dans un orchestre, le fameux orchestre de Samy Gozlan. Ouais, en fait Samy c'était mon voisin, il habitait à Blanc-Ménil aussi, et un samedi soir, son bassiste, je ne sais pas s'il était malade ou il y a un problème, donc Samy m'appelle, il me demande est-ce que tu peux me remplacer, je viens te chercher. Je fais d'accord, donc il est venu me chercher, et j'ai fait mon premier mariage en fait, c'était un mariage, je ne me rappelle plus, c'était en région parisienne. Et j'avais 14 ans. Et j'ai assuré. Comme il fallait. Tout s'est bien passé. C'est un truc inoubliable. Non, bien sûr que non. Ça a été mon premier vraiment concert professionnel, payé. Avant ça, j'avais fait un concert avec l'orchestre que j'avais construit avec mon frère, que j'avais monté avec mon frère et des copains. Ouais, parce qu'il faut dire quand même que tu as appris la musique, tu étais au conservatoire. J'ai commencé à l'âge de 6 ans à faire de la guitare classique au conservatoire au Bourget. Et le jour où on a voulu monter un orchestre avec mon frère et les amis de la banlieue, donc Danny Cohen par exemple, Alain Sadoun, on le salue Danny, copain d'enfance. Ouais. Et on a monté un orchestre qui s'appelait Sanako. Sanako Band. Pourquoi Sanako Band? Parce qu'on était des fans de Santana. Okay. Et on voulait un nom qui ressemble à Santana. Et en fait, c'était Sadoun Nakache Cohen. Sanako. Et on a fait Sanako. Et pour nous, ça sonnait comme... Ça avait la même intonation que Santana. Et on a commencé. Et on a fait des concerts. C'était pas payant. On n'était pas payés, mais on a kiffé. Vous avez kiffé, vous avez surtout, enfin toi en tout cas, tu as surtout appris ton métier. Ah oui, ça c'est sûr. Et tu as eu la picouse, comme on dit de la musique, qui t'a pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Alors, tu passes ton bac quand même, mais tu continues, tu choisis vraiment le la bac, musique. j'avais pas le choix. Les parents t'ont imposé. Ouais, voilà. Mon père m'a imposé, t'as le bac ou sinon... Sinon, tu bouges plus. Et tu te dis, comme plein de jeunes à ton époque, pourquoi pas partir au Club Med pour faire la fête et en même temps passer des vacances. Et on se fait payer, on s'amuse, on joue de la musique, on va se faire embaucher. Donc tu vas au Club Med te faire embaucher. Donc je suis parti avec un ami à moi. Tu étais très loin d'Israël à cette époque. J'étais très loin d'Israël, j'étais très loin de la religion aussi, il faut être honnête. Oui, bien sûr. Et on s'ennuyait à Paris. Pour être musicien à Paris, c'est très dur. C'est pas comme en Amérique ou comme en Israël. Ouais. Le marché est beaucoup plus fermé, beaucoup plus protégé. Donc je suis parti au Club Med avec un ami, on a fait une audition, on a été pris. Une audition, il faut raconter, parce que c'était quand même un truc incroyable. Tu arrives, tu vois le patron du Club Med, on voit le patron du département de tout ce qui est entertainment, tout ce qui est spectacle. Ouais. Et vous lui dites, il s'appelle Tony Canal, et il nous dit qu'est-ce que vous voulez? On dit on veut partir en tant que musicien au Club Med, on veut travailler au Club Med. Alors, il nous demande est-ce que vous êtes bon? On dit on est pas mal, on ne voulait pas trop frémer non plus, on ne voulait pas trop faire les... Vous étiez très bon déjà. On était très très bon, vraiment on était très très bon. On était déjà, je jouais déjà avec Jonas, avec d'autres vedettes françaises. Oui, tu as joué aussi bien sûr en France. En France, l'Olympia, plusieurs salles, tout ça. Et donc il nous amène dans un studio qui était sur place, dans l'immeuble à la Bourse à Paris. Et il nous donne les instruments, il donne des partitions, il dit allez-y. Bon, on joue, bien sûr on a assuré.
comme il fallait. Il dit, OK, est-ce que vous êtes bon, vous partez demain à Tahiti. Et tout d'un coup, moi, j'ai eu un vide dans le corps. J'ai dit, maintenant, il faut que je dise à ma mère. Alors que tu étais déjà musicien professionnel. J'étais musicien professionnel. Tout d'un coup, je me suis retrouvé gamin. Et j'ai dit au mec, attends, mais il faut que je dise à ma mère quand même. Donc vous n'êtes pas parti. Donc on n'est pas parti à Tahiti. On a été le revoir. On a demandé à partir en tant qu'invité. Donc ils nous ont envoyés en Suisse, à Pontresina. Là-bas, on a cartonné. Et après ça, le chef de village a voulu qu'on parte avec lui pour une saison pleine. Mais il partait dans un endroit qui ne nous plaisait pas. C'était à Malabata, au Maroc. Ouais. Donc c'était pas terrible pour nous. Donc vous avez choisi en plus la destination. Donc moi j'étais voir Tony Canal. Je lui ai dit, voilà, moi ça m'intéresse de partir. On veut partir, mais on veut aller loin où il fait beau, on ne peut pas se le payer. C'est exactement ce que je lui ai dit. Il a dit, alors écoutez, vous pouvez partir en Martinique, ce qu'ils appellent une zone américaine, donc il faut une ancienneté de 3 ans minimum. Il a dit, mais vous pouvez appeler ce pianiste qui est lui en ce moment au Congo. Ça, c'est une histoire incroyable. Appelez ce pianiste qui est lui d'origine brésilienne. Si lui veut partir avec vous en Martinique, alors vous partez avec lui. Vous partez dans 2 semaines. On contacte le pianiste, Philippe, on lui explique, il dit, OK, je pars avec vous. Il envoie un téléx à la bourse. Et 2 semaines plus tard, on se retrouve dans l'avion d'Air France pour la Martinique. Ouais, la bourse, le siège du Club Med, bien évidemment. Donc vous partez, donc vous faites une saison, vous cartonnez. Bon, évidemment, ça se passe un peu mal parce que au bout de 4 mois, vous faites virer. Mais bon, ça, on va passer les détails. Mais on imagine ce qui s'est passé. C'était pas à cause de la musique, hein. Évidemment que c'était pas à cause de la musique. Donc bon, tout ça s'arrête. Mais vous n'avez pas perdu votre temps parce que vous avez rencontré votre femme. J'ai rencontré donc ma femme, bien sûr, Ahmed, qui est d'origine américaine. Et donc du coup. Et donc elle m'invite en Amérique. Et c'est le rêve du musicien. Bah, bien sûr. Un musicien, il rêve de partir en Amérique, faire de la musique en Amérique. Bah, qui ne veut pas faire ça? Évidemment. Donc entre-temps, j'avais une obligation, j'avais l'armée. L'armée en France. En France. Donc je suis parti à l'armée. Je me suis fait réformer, grâce à Dieu. Et tout après, j'ai pris un avion, je suis parti au Colorado. Alors, Colorado, comment on fait quand on connaît personne? Vous parlez anglais ou pas? Rien. Yes, no, you're welcome. Parce que je connaissais que ça. Mais véridique. Ok, mais je te crois sur parole. Tout le monde me parlait. Je disais yes, you're welcome, no, je ne sais pas. Bon, jusqu'au moment où après quelques mois, j'ai appris. Ça, on n'est pas bête quand même, on se met dans le bain. C'est rentré, ouais. Alors, comment on fait pour accrocher les wagons dans un pays étranger, comme aussi grand que les États-Unis? En tant que musicien, on fait quoi? En tant que musicien, déjà, j'avais une aide. J'avais ma fiancée, qui est devenue ma femme après, bien sûr. Ma fiancée qui m'a quand même beaucoup aidé pour me diriger. Parce que l'Amérique, c'est pas la France, c'est pas Israël, c'est très, très grand. Le Colorado, c'est immense. Donc, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé pour ça. Et répondre aux petites annonces. Tout simplement. Ouais. Et se faire remarquer. Et c'est ce qui s'est passé. En jouant dans les bars. En jouant dans les bars, en jouant comme ça. Et je me suis fait remarquer, en fait, au Colorado, je me suis fait remarquer dans un magasin de musique. Ok. Je suis rentré dans un magasin de musique, je voulais essayer une basse. J'ai pris la basse. Comme j'étais un bon joueur, un bon bassiste. Tout de suite, ça a fait les têtes se sont tournées dans le magasin. Tout de suite, ça a fait truc. Et le soir même, j'étais invité dans un quartier black, un quartier noir, dans le ghetto de Denver, qui s'appelle Five Point. Ok. C'est un film. Je vous dis, la vie de notre ami Pierre Nakache, c'est un film. Et j'ai été invité là-bas, et en fait, c'est ma femme qui m'amène là-bas, parce que moi, je ne connaissais pas. Même elle ne connaissait pas le quartier, parce que c'est un quartier quand même qui est genre Harlem. C'est le Harlem de Denver, Colorado. Et j'arrive là-bas, et c'était un entrepôt, comme on voit dans les films, l'ascenseur en bois avec les grosses cordes qui montent, qui descendent comme ça. J'arrive là-bas, je vois un mec avec un pétard sur lui. C'est pas Israël. Mais non. En Israël, on a l'habitude de voir ça, mais en Amérique, on ne voit pas ça. Enfin, surtout quand on vient de France, on n'a pas tellement l'habitude. Et c'était donc une grosse salle de répétition, en fait. Comme un gros loft qu'ils avaient transformé en salle de répétition. Un orchestre de black qui s'appelait Bad Habit. Ok. Ça veut dire mauvaise habitude, en anglais. Et quand j'arrive là-bas, le guitariste qui m'avait reconnu, qui m'avait connu au magasin, il dit c'est lui. Alors, je suis arrivé comme ça. Et en fin de compte, donc le seul blanc, bien sûr. Le seul blanc. Ok. Que des blacks, le seul blanc. Et le pianiste, qui s'appelle Aaron Jackson, c'est le cousin de Philip Bailey, qui est le chanteur de Earth, Wind & Fire. Donc c'est un truc de fou. Ouais, un truc de fou, ouais. Et donc, tu joues. Et donc, je joue. Et c'est marrant parce que moi, je venais de France, d'accord? Donc, j'avais le rythme et l'influence française, même en jouant du funk et tout ça, de France. Et ce pianiste, il me dit, viens me voir, il me fait, t'es bon, viens me voir demain chez moi. Il me donne son adresse, je vais chez lui. Il me dit, t'es un bon joueur. Il me dit, mais... Je vais t'apprendre le groove. Je vais apprendre la couleur noire. Je vais t'apprendre la couleur noire du groove. Et il m'a appris quoi faire pour vraiment jouer du funk, du R&B.
Et ça m'a énormément aidé dans le futur après, et c'est jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est ma couleur aujourd'hui, c'est vraiment ma couleur de jeu. Bah alors, ça t'a aidé, mais après les nuits endiablées avec tous ces musiciens que tu rencontres, et tu joues, hein, tu gagnes ta vie comme ça avec la musique, bien sûr. Tu fais quand même du business à côté. Je fais du business à côté, je suis obligé. Tu étais dans les fringues, tu t'occupais de fripe. Voilà, fripe américaine. Jeans 501, les blousons, les bombers, tous les gros cuirs, les polices Chicago, tous les gros cuirs qu'on avait avant. Et tu faisais de l'import-export. Je faisais de l'import-export, je faisais surtout de l'export vers la France, vers l'Italie, vers l'Angleterre, après vers l'Asie. On travaillait beaucoup avec le marché Malik, on travaillait avec les Halles, tout ça, tous ces Donc ces la quartiers. nuit, tu joues, et le jour... Je bosse. Et tu dois t'amuser aussi. Ah ouais. Mais j'ai toujours dit, celui qui aime ce qu'il fait, il travaille jamais. Ok, alors tu continues comme ça pendant un petit moment, et puis tu pars à Miami. Alors, entre-temps, quand même, je me marie quand même, entre-temps. Oui, bon, ça, c'est important, il faut le dire. Bien sûr. Parce que ça a beaucoup... Parce que, en fait, ça m'a beaucoup soutenu, beaucoup aidé. C'était un ciment dans ma vie d'être avec ma femme. Ça m'a beaucoup aidé. En tant que... Parce qu'on a l'habitude d'être seul tout le temps. Et quand on trouve qu'on a vraiment son compagnon, on se sent plus fort déjà. C'est sûr. Et elle m'a beaucoup aidé dans beaucoup de choses. Elle m'a remis beaucoup de choses dans la tête, des choses solides, des valeurs, des choses comme ça qu'on n'avait pas, parce qu'elle ne peut venir que de l'autre moitié. Donc, une fois qu'on l'a, on devient complet. C'est beau. En tout cas, c'est un bel hommage. Comme on dit, on devient Shalem. C'est grâce à elle. Non, vraiment, c'est grâce à elle que je suis où je suis aujourd'hui. C'est grâce à elle que tu es en Israël, en tout cas. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On la salue. Hein. Ouais, c'est ma femme qui a insisté qu'on fasse l'Alia. Elle a voulu absolument qu'on fasse l'Alia. Alors, pourquoi Miami? Parce que ma femme, elle adore. Elle est d'origine. Ma femme est d'origine de Floride. Ok, donc elle est retournée. Elle adore le soleil. Ouais. Et on a rencontré un ami à nous dans un salon qu'on faisait en France. Ouais. Un ami, non, quelqu'un qu'on a rencontré en France. Et il nous a dit, venez passer une semaine à Miami comme ça, venez nous rendre visite. On est parti là-bas, on est resté. Véridique. On a vendu la maison qu'on avait au Colorado. On est resté à Miami, on a acheté une maison à Miami, on est resté. Alors à Miami, il y a le soleil, mais il n'y a plus de musique parce que tu t'arrêtes. Je m'arrête. Mais pourquoi? Parce que je voulais créer une famille, je voulais monter une famille. Ok, donc c'était incompatible avec les nuits. Avec les nuits comme ça, et puis je voulais vraiment plus m'investir dans le business, faire grossir le business, faire grandir. Donc c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Donc on a continué le gin. Ouais. Mais un beau jour. Et un beau jour, le gin s'est arrêté parce que on faisait pas que du gin Lafrique, on faisait aussi beaucoup d'habits neufs, mais en parallèle. Donc ça s'est arrêté avec les lois européennes, ça s'est arrêté. Il y a eu un changement dans les règlements d'importation. Donc on a été obligé d'arrêter. Donc tu n'avais plus de Parnassa, on va dire. Mais non, c'était fini. C'était complètement fini. Zéro. Mais vraiment zéro. Oui, mais je te crois. Donc il a fallu se recycler. Et entre-temps, comme on dit ici, tout vient du ciel. Entre-temps, il y a un monsieur qui vient me voir comme ça. 1 an avant que tout ça se passe, il vient me voir pour me proposer d'acheter une usine de cigares au Honduras. Je le regarde dans les yeux. Il faut écrire un livre, hein, Pierre. Je regarde dans les yeux, je lui dis, mais vous êtes qui? Je lui dis, vous êtes qui? Je fume pas. Ouais. Je suis très bien dans la fripe et dans la fringue. Tout va très bien, grâce à Dieu. Ouais. Qu'est-ce que je voulais faire au Honduras? C'était Honduras, c'est où d'abord, pour commencer? Il me dit, voilà, non. Je lui dis, non, la vérité, vous êtes gentil, mais c'est pas. Vous êtes trop belle. Tu laisses tomber, et tu continues, encore pendant 1 an ton petit business de fripe. Arrive là, ce fameux jour où les lois passent en Europe, qu'on ne peut plus exporter, en parallèle, tout ça. En même temps, en Amérique et dans le monde, il y a le boom du cigare. Le boom du cigare, cet envoûtement du cigare. Tout le monde se met à fumer des cigares, les bars à cigares, les lounges. Bien sûr, dans l'esprit de Pierre, il y a une petite sonnette qui sonne. J'ai dit, attends, mais j'ai une carte d'un mec qui vient me voir. Je sors sa carte de visite, je l'appelle, je lui fais venir au bureau. Je lui dis, écoute, amène-moi au Honduras. Montre-moi c'est quoi. Et on part au Honduras. 2 jours après, on part au Honduras. Donc, tu pars au Honduras. Alors là, c'est un truc incroyable parce que toi qui fumes pas, qui connais rien au monde des cigares, tu te fais fabriquer des cigares pour voir ce que c'est. Tu fumes, tu manques de défaillir, tu deviens rouge, vert, bleu. Malade à crever. On peut imaginer pour quelqu'un qui fume pas le cigare, qui fume pas du tout. Bon, bref. Puis finalement, au bout d'un moment, tu demandes à ces gens qui sont dans l'usine, aux rouleurs, etc., de te faire avec des feuilles que tu choisis un peu au hasard, un cigare. Ouais. Et tu tombes, tu fumes, et tu dis, ah. Et je tombe sur le lingot d'or. Mais vraiment, je tombe sur un cigare et je dis, tiens, celui-là, il est pas mal. Alors, c'est toi qui l'as carrément inventé. Ouais.
T'as pris comme ça au hasard des feuilles. J'ai pris des feuilles. De tabac. De tabac. En fait, c'est 5 feuilles qui font un cigare. Il y en a 3 à l'intérieur. Il y a un binder, c'est ce qui tient tout. Et après, il y a la cape, la plus belle feuille qui est à l'extérieur, qui fait le look du cigare. Donc, j'ai fait cette combinaison, mais vraiment au hasard. Au hasard. Un matin comme ça. Un matin comme ça, un beau matin au Honduras. Tegucigalpa. Et finalement... il me fait le cigare, je le fume, j'ai dit ça, c'est bon. Puis j'étais pas malade, j'étais pas dérangé, tout ça. J'ai dit, tu sais quoi, fais-moi 500. Donc dans le monde du cigare, 500 cigares, c'est un échantillon. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc il me fait 500 cigares, je repars sur Miami et j'envoie les cigares en échantillon à mes oncles. À des fumeurs de cigares, à des vrais fumeurs de cigares, de cubains, tout ça. Waouh. Et tout le monde me rappelle, ils me disent, on veut des coffrets. J'ai dit, bingo, on a le cigare. Je repars au Honduras et je lance une production, une vraie production. Alors, il est très très simple, notre ami Pierre, parce qu'on ne se rend pas compte, mais il faisait quand même une petite production de 120 000 cigares par mois. Ça a duré assez longtemps quand même, cette 10 histoire. ans. C'est quand même un truc de fou. Et la musique pendant ce temps-là? La musique pendant ce temps-là, c'était un peu de côté, jusqu'au jour où il y avait une fête de Hanouka dans les rues de Miami. Okay. Il y avait un orchestre chassidique avec un chanteur qui s'appelle Yossi Bellis. Très connu aux États-Unis. Très connu aussi en France. Il est très connu aussi en France, au Canada. Et je voyais qu'il chantait, mais je voyais qu'il avait un accent français quand même. Je voyais que c'était un Français. Tu l'as branché. Donc je pars comme ça, je discute, parce qu'à Miami, quand on voit un Français, on veut connecter un petit peu quand même, c'est normal. Et je lui dis, on discute, il me dit, t'es musicien? Et moi je lui dis, ouais, j'étais bassiste au passé. C'était grave quand même, parce que c'était ma vie, c'était vraiment ma vie, la musique. Ouais, enfin, ça faisait 10 ans que tu jouais plus. Ça faisait 10 ans que je jouais plus. Ah, quand même. Il me dit, ah ouais, t'es bassiste, il fait, ça tombe bien, il me faut un bassiste dans 2 jours pour un mariage. Je lui ai fait, non, c'est bon, laisse tomber. Je peux pas. Non, mais en plus, c'était dans une autre aventure, complètement. Ouais, j'étais pas. T'es patron d'une usine de cigares. Exactement, j'étais pas là. J'étais vraiment pas là. Il me dit, si, absolument, il faut un bassiste, tu viens absolument. Bon, il a insisté, j'ai accepté. Est-ce que tu avais déjà fait Tchouva à cette époque? À cette époque, on avait commencé à faire Tchouva, bien sûr. Comment c'est parti? Tchouva, en fait, c'est quand mon fils il est né, on a eu. Mais vraiment, c'est. Non, c'est ma femme d'un côté, moi de l'autre côté, on se retrouve à la maison, on dit il faut qu'on change. Et c'est ce qui s'est passé. Par contre, nous, on a eu une chance, c'est qu'on a fait une tchouva en famille. Okay. Et ça, c'est, si je peux me permettre de dire à beaucoup de gens, c'est le plus grand secret pour la réussite d'une tchouva. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui aille plus vite que l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait de gap, il ne faut pas qu'il y ait de fossé entre les gens. Et je vous dis franchement, une histoire marrante comme ça avec mes enfants, le plus dur pour eux, c'est Chalav Israël. Pourquoi? Pour les bonbons, les chocolats. Donc, ça nous a mis 6 mois de négociation. À table. Pour ne plus manger... Avec les enfants. Parce qu'on a dit, on le fait ensemble. La tchouva, on l'a fait en groupe, en famille. Ça a mis 6 mois de négociation pratiquement tous les soirs. On discutait comme ça, au repas. Alors, vous êtes prêts? On peut changer? Non, les M&M's, les Mars, des trucs, c'était des Américains en même temps. C'est des Américains, bien sûr. C'était cachère, il n'y a pas de problème. En Amérique, c'est OUD, il n'y a pas de problème. Et ben après 6 mois, ils ont dit, ouais, ok, c'est bon. Et ben on est passé à Chalav Israël. Mais c'est un peu le secret, c'est une petite parenthèse comme ça. Une petite parenthèse dans cette histoire rocambolesque, il faut bien le dire. Donc je me retrouve tu te retrouves finalement avec ce musicien, finalement, on ne sait pas pourquoi, mais apparemment ça devait te manquer. Ça devait se faire. Ça devait te manquer, tu repars, je me retrouve sur scène. Et tu te retrouves sur scène, exactement. Avec des très très bons musiciens. Mais là, c'était la surprise pour toi. Ouais, c'était une grosse surprise parce que les musiciens, c'était les cuivres, trompette, saxophone, trombone de Julio Iglesias, le pianiste, c'était de Gloria Estefan. C'est que des latinos, mais on faisait du chassidique. On faisait de la musique chassidique. Et je me retrouve sur scène. Des bombes, les mecs. Et je me retrouve sur scène après 10 ans, je n'ai pas touché la basse. J'ai dû perdre peut-être 10-20 kilos sur scène, en transpirant. Mais vraiment, j'ai dit, c'est pas possible, c'est l'enfer. C'est Guénam, ça doit être Guénam, ça, c'est pas possible. Et je me retrouve sur scène. C'était dur de reprendre. Parce que d'abord, c'était dur de reprendre, même au niveau personnel, pour une petite fierté personnelle, tu veux pas décevoir. Même pour toi, tu dis où j'en suis, moi, avec ma musique aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Mais apparemment, ça n'a pas été si mal. J'étais plus dur avec moi-même. Ils ont aimé, eux. Ils ont aimé. La preuve, c'est que 2 jours après, j'ai refait encore un truc avec eux. Et t'as raccroché les wagons. J'ai raccroché, c'est fini, je suis reparti avec lui. Alors, et l'usine, alors? L'usine du Honduras? Alors, l'usine du Honduras, elle tournait toujours, jusqu'au jour où je suis parti en France pour une Simcha. Et ça a été repris par les employés là-bas. Donc, oui, parce que le Honduras, c'était quand même à la frontière du Nicaragua. C'est assez chaud quand même. C'est très, très chaud. Là-bas, c'est gilet pare-balles tous les jours.
Tous les jours, c'est deux gardiens. Donc les choses, elles virent. Ça va très vite, ça va très vite. D'un seconde à l'autre, donc tu te retrouves sans rien du jour au lendemain. Je me retrouve sans rien. Sauf avec ta basse quand même. Ma guitare, grâce à Dieu, j'ai toujours ma femme avec moi. Ok, c'est très important. Donc ça, c'est le plus important. Non, c'est vrai qu'elle m'a toujours soutenu, même dans les moments difficiles. Ouais. Elle a toujours été avec moi. Et en fin de compte, je me retrouve dans un Stiblar à Miami, le Kerestir Stiblar, qui vient de Hongrie. Et le Rebbe, Alav Shalom, qui est parti aujourd'hui, qui est plus avec nous, il me dit, il était aveugle par le diabète, et il me dit, Abraham, il connaissait ma situation, mais c'est des gens très, très, très forts. Il me dit, Abraham, tu peux me changer le toilette? Il parlait français? Non, en anglais. En anglais. Je lui dis, je regarde, quel rapport? Je lui dis, d'accord, je change de toilette, il me donne $50. Et donc, tu t'es lancé dans la rénovation. Je me suis lancé dans la rénovation. Alors, ça aussi, ça a très bien marché, parce qu'apparemment, quand tu fais quelque chose, c'est jusqu'au bout. Juste pour donner un petit repère, avant de partir et d'arriver en Israël, donc il y a 9 ans, tu venais de terminer un chantier, la rénovation du Grand Beach Hotel à Miami. Ouais, tu reconnais ça bien. Voilà, tu t'es occupé de 450 chambres à rénover, à refaire. Les lobbies, etc. Non, c'était du neuf, ça, en plus. Oui, du neuf. Tu as fait la décoration j'ai fait toute la décoration, tout l'intérieur, tout le lobby, tout ça. Donc, tu étais devenu un pro de la rénovation. Hein, t'apprends vite, apparemment. Il faut. Et malgré tout, malgré la pas du gain, tu aurais pu continuer à très bien gagner ta vie. Tu décides quand même, partir, grâce à ta femme, de venir en Israël. À Jérusalem. Alors, c'était le choc? Choc culturel, choc émotionnel, choc physique même. C'était un choc, mais c'est avec beaucoup, beaucoup de joie. Quand même, il y avait beaucoup, parce qu'il y a quand même une satisfaction. On arrive à la maison, on rentre à la maison quand même. Ça, on le ressent par contre. Ouais. On ressent qu'on arrive à la maison jusqu'au moment où on doit aller voir les bureaux d'administration, jusqu'au moment où on doit aller confronter la vie israélienne, la vraie vie israélienne. Oui, parce que tu as quand même voulu faire la même chose qu'avant, garder et la musique et du business. Et donc, tu as monté une école de musique à Natania qui s'appelait Bama. Sur Tel Chai. C'était juste quand t'es arrivé, ça? Juste quand je suis arrivé. Ça a marché? Ça a super bien marché. Elle est toujours ouverte jusqu'à aujourd'hui. Tu l'as vendue? Je l'ai vendue. Elle est tenue par 2 Russes. Ok. Elle est toujours sur Tel Chai d'ailleurs. Elle est toujours au même endroit. Ouais. Et elle marche très très bien. Il y a plein d'élèves. Ils font. C'est super. C'est vraiment un vrai succès. Alors on dit toujours ici, quand on reçoit des nouveaux immigrants, que c'est très difficile quand on n'a pas de réseau, quand on connaît personne, etc., d'accrocher les wagons tout simplement. Comment t'as fait toi? Alors 2 choses. D'abord, il faut penser qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui nous aide. Oh ben ça, c'est sûr. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, tout ce qui met devant nous, il y a une raison. C'est un autre. Hachem, moi, je pense qu'Hachem, il nous fait un décor et à nous de faire l'acteur. Si j'arrive à faire l'acteur sur le décor que j'ai devant moi, donc je vis. D'accord? Très important. Et je l'ai toujours dit, même quand j'étais en Amérique, comme je suis au Honduras, j'ai dit, surtout pour les Français, je m'excuse, mais pour les Français, surtout, moi, je suis Français aussi. Il faut s'adapter à une chose. Il faut savoir que quand on rentre dans un pays, d'abord, il nous faut 2 gardes du corps. Il nous faut un avocat et un comptable. Il n'y a pas de choix. On ne peut pas le faire nous-mêmes, on ne connaît pas les lois, on ne connaît pas la langue, on ne connaît pas le système. On ne connaît pas. Donc, il faut 2 gardes du corps. Moi, j'ai toujours dit, il faut un avocat. J'ai un avocat qui s'appelle Daniel, de Beit Wagan. Et j'ai un comptable, Samuel, je ne sais pas si vous connaissez, Samuel Kriev, qui connaissent les lois, mais comme il faut. Donc, moi, je n'ai pas besoin de me mêler. Donc c'est votre garantie, vous êtes tranquille. Moi je suis garanti. Donc j'ai Samuel Kriev d'un côté qui s'occupe de tout, parce qu'en Israël ici c'est très compliqué. Ouais. Maintenant j'ai un secret pour tout le monde, si je peux me permettre. Mais bien sûr, vous êtes là pour ça. Moi, on adore les secrets. Moi je dis les secrets d'intégration. Les prend. Quand on rentre dans un nouveau pays, il faut enlever la cassette et mettre une cassette vierge et recommencer. On ne peut pas travailler avec notre mentalité d'où on vient. C'est impossible, ça ne marche pas. Vous avez ressenti le fait, alors, comme tu as beaucoup voyagé, qu'on était au Moyen-Orient aussi? Ouais. C'est Khafla ici. C'est Khafla à 2000%. Ça veut dire quoi, Khafla? Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de direction, ça descend à droite, à gauche. Comme ils disait Gad Elmaleh, le sucre du 3e, il descend au 2e, l'huile du 5e, elle va à côté. Mais c'est exactement ça ici. Ça a du bon, mais je pense qu'il manque une structure, mais une structure qui soit, quand je dis logique, c'est-à-dire qu'elle soit cohérente. Mais tu parles de quoi? De l'administration? Pourquoi, quand tu as monté ton école, c'était compliqué, c'était difficile? Non, l'école, c'était facile. Ok. L'école, c'était facile, mais c'est tout ce qui est papier. Je vous donne un exemple. Moi, j'arrive en Israël, d'accord? Je travaille pas. Ok, je travaille pas. Ok. Après quelques mois, j'ai Bitoir Lumi qui m'appelle.
vous nous devez 3000 shekels. J'ai dit, d'abord, vous êtes qui? Je ne connais pas. Je ne sais même pas c'est qui. On n'est pas préparé. Ouais. On n'est vraiment pas préparé. Okay. Moi, je suis venu d'Amérique en plus. Ouais. Donc, c'est encore une autre histoire. C'était avec Nefesh Benefesh. Ouais. Alors, moi, j'ai fait l'Alia tout seul, en fait. Je n'ai même pas fait qu'un groupe. Je ne voulais pas. Ouais. On a décidé de partir. Le même jour, on a pris les billets. 3 jours après, on était en avion. Donc, c'est comme ça. On a un peu coup de tête, nous, chez nous. Il n'y a aucune préparation. Il n'y a aucune information. Bah, si on part tout seul, c'est sûr qu'il n'y a pas de préparation. Mais même. Il faut chercher un peu. Aujourd'hui, ça commence à changer. Moi, j'ai toujours dit, il faut faire des groupes, des organisations pour que les gens soient. Mais des vraies organisations. Pas à but lucratif. Des vraies organisations. OK. Des trucs qui. Des associations. Des associations pour vraiment aider les gens. Il y a des gens qui viennent et on ne le dit pas assez, mais il y en a plein qui repartent, malheureusement. Plein qui repartent. Et c'est pas normal. Tu avais envie de repartir, toi? J'ai eu des moments, ouais, sûr. Pourquoi? Confrontation avec les gens d'ici, la mentalité, je suis pas adapté. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai encore un problème, mais c'est plus un problème personnel, je pense, à travailler de gava. Ça veut dire quoi? De gava? De laisser la place à l'autre. Et que lui me laisse ma place de vivre. C'est ce qu'on appelle le kavod en hébreu. Donne la place à l'autre de vivre. Donne-lui l'espace. Ça s'appelle kavod. Pas kavod genre monsieur le maître, monsieur le président. Non, ça, on s'en fout. On a passé ça déjà. Ce qui est intéressant, c'est de laisser la place à l'autre de vivre. Regarde, tu rentres dans un magasin. Tu parles avec le vendeur ou la vendeuse. Un mec qui se met entre toi, le mec, tu dis d'où il est sorti celui-là. Tu te demandes d'où il vient, il est tombé du ciel. Un manque de derrière Eretz. Un manque de derrière Eretz. Ouais. Et ça, c'est pour des gens qui viennent comme nous, on vient de l'étranger, de France. Ouais. Là, j'étais en France. J'étais en France la semaine dernière. Il y a 2 semaines. 2 semaines dernière, j'étais en France pendant 4 jours. J'ai eu un choc. Les gens, ils sont gentils. Ma femme m'a dit c'est les Yetzara qui t'embrouillent. Bon, en tout cas, des petites envies, on va dire, de faire demi-tour, mais c'était que des petites envies. Hein. C'était des petites envies, voilà. D'ailleurs, j'ai toujours dit, a priori, moi, je le dis toujours. Toujours, je demande à Kosh-Baruch Hu de me donner le srout, le mérite de rester en Israël, parce que c'est un vrai mérite de vivre ici. Et c'est ça la difficulté. Et les enfants, ça se passe bien? Super. Ouais. Très très bien. Ils sont contents. J'ai même des petits enfants grâce à Dieu. Donc en fait, en l'espace de quelques années, j'ai marié mes enfants, j'ai des petits enfants. Ouais. Donc on a la bracha. Donc on a eu la bracha, ça a grandi. Je pense pas que ce serait passé comme ça en Amérique, je pense pas. Alors, on a parlé du business un peu, de l'école, mais la musique, la vraie, le joueur de basse, il est passé où en Israël? Alors en Israël, dès que je suis arrivé en Israël, j'ai un ami à moi d'enfance, Danny. Ouais, décidément. Ouais, c'est vrai, c'est mon ami, c'est comme mon frère. Ouais. Il me dit, va là-bas, il m'envoie à Tel Aviv, dans un endroit un peu souterrain, comme ça, un peu caché. Ça s'appelle le Ezor. Le Ezor, la zone. Ouais. Et il me dit, va là-bas, il y a tous les musiciens qui font des buffs. En français, des buffs, en anglais, c'est jam session. Il me dit, va là-bas, tu vas kiffer, tu vas connaître du monde et tout. Bon. Je prends, à l'époque, il n'y avait pas encore Waze, j'avais pas Waze. J'arrive à l'endroit là-bas, c'était dans une petite rue de Tel Aviv, sous de la banque à Poalim, comme ça, un truc tout pourri, on va dire, des bras comme ça. Mais j'entends la musique de dehors, j'entendais un peu ça tape. Bon, j'ai parti avec ma guitare, avec ma basse. J'arrive là-bas, le propriétaire c'est un Français, Jérémy Orgen, on le salue. Ouais. Et j'arrive là-bas, et je me présente et tout, il me dit super. Et je vois que t'es musicien, hein. Après l'autre il monte comme ça, ils font des petits. Tu peux jouer. On peut jouer, free. Tu montes. Alors il me dit vas-y Pierre, je suis ok, je vais là, je prends la basse, et je commence à jouer. Ça se passe bien, ça se passe très bien même. Les mecs étaient un peu surpris parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir. Ah bah oui, si tu as joué avec le pianiste d'Earth and Fire. Ouais, exactement. Non, mais ça doit marquer quand même. J'ai amené une nouvelle couleur qu'ils ne connaissaient pas trop ici, qu'ils ne connaissaient pas trop. Donc j'ai amené une nouvelle couleur, un nouveau style, un peu très expressif d'ailleurs quand je joue, très expressif. Et tout de suite, ça a fait claque. Ils ont tous. Et tu t'es fait repérer, évidemment. Je me suis fait repérer par un guitariste qui m'a tout de suite pris pour faire un album, qui s'appelle Meir Shetrit, de Kiryat Malachi. Et ce même Meir Shetrit m'envoie dans un autre orchestre où j'ai cherché un bassiste. Donc je venais juste d'arriver en Israël. Hein. Ce qui s'appelle Moments Band. Apparemment, c'est un très gros. C'est un très gros orchestre. Aujourd'hui, ils sont même à la Beverly Hills aujourd'hui. C'est vraiment un orchestre où ça joue d'enfer. Ouais, c'est du live. Hein. Ouais. C'est du vrai live, c'est pas du playback. Hein. Okay. Il y a beaucoup de playback ici. Ça, c'est du vrai live. C'est des vrais musiciens, des vraies répétitions. C'est des répétitions de 8 heures. C'est sérieux. C'est très, très sérieux. Donc, tu joues avec eux? Donc, je suis embauché par eux avec toute une histoire de péripéties, tout ça. Je travaille avec eux pendant 2 ans.
Donc on a fait beaucoup de voyages à Kiev, à Moscou, à la télévision là-bas et tout ça. Donc c'est encore la musique qui t'a remis quand même le pied à l'étrier professionnel. La musique, je peux pas la quitter. C'est impossible. C'est de l'oxygène. C'est sûr. Alors, donc après ce groupe Moments, tu as continué. Tu t'es fait aussi repérer par des pointures en Israël. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit en introduction, tu es le bassiste de Moshe Peretz. De Kobe Peretz. Ah, de Kobe Peretz. Peretz. Oh là là, je vais me faire frapper. Non, Chas v'Shalom, non, de Kobe Peretz. Mais avant ça, j'étais avec Zahava Ben. Ouais. J'étais avec Maor Edri pendant 4 ans quand même. C'est un truc en faisant toutes les grosses salles. Mais c'est marrant de jouer du Mizrahi, non? Ça doit être... Bah, en fait, c'est très proche du latin. Ouais. C'est très proche de la musique latine. Donc, je kiffais bien. Ouais. Donc, je pouvais amener ma couleur, je pouvais amener mon expression, ma personnalité dans la musique. Et c'est ce qu'ils aiment. Et c'est ce qu'ils aiment, et c'est ce que tu as fait, ce que tu fais encore. Je crois que tu as des concerts cette semaine, je crois. Ouais, même. demain soir, j'en ai 2. Voilà. Demain, 2 le même soir, avec Kobe Peretz. Bon, et le business alors dans tout ça? Alors, le business, on lâche pas le business, on est obligé d'en faire. Le business, c'est le piquant dans la vie, pour moi. Donc tu t'es lancé dans une... Je me suis lancé juste sans tout raconter, on fera peut-être une autre émission parce que sinon on va rester y a très beaucoup à longtemps dire. avec vous, mais tu t'es lancé dans une usine de Boutargue. De Boutargue. En Israël, à Jérusalem. À Jérusalem, à Givat Shaul, depuis 2013. C'est un truc incroyable. C'est un truc incroyable, mais c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Moi, en fait, j'aime la vie, j'aime kiffer. Ouais, j'ai fait des cigares, je fais de la musique, maintenant je fais de la Boutargue. Demain, je ferai peut-être un alcool, un vin, je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est bien de donner du nachat aux gens, pourquoi pas. Par contre, il y a une loi, c'est de faire un bon produit. Bon produit. De faire un truc de Elle est qualité. bonne, la Boutargue? Elle est exceptionnellement bonne. J'en ai là. J'en ai amené là. Bon, on va goûter alors. Ben, on va devoir vous quitter parce qu'on a une petite dégustation qui nous attend. Ça s'appelle Mika Delight, la Boutargue de notre ami Pierre. On était super contents. Merci beaucoup, Cathy. Merci à toi. On te souhaite vraiment de continuer à t'intégrer, à profiter de la terre d'Israël parce qu'apparemment, je crois que les retours de concerts là, sur Jérusalem, c'est quelque chose. C'est magique. De voir les montagnes de Jérusalem à 3h du matin, 4h du matin, avec toutes ces lumières, tu peux que remercier Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'autre mot. C'est spécial. C'est un vrai zrout. Et c'est ça qui tient la motivation. Ok, alors on espère que cette histoire vous aura touché. Elle est haute et en couleur comme on les aime. Et on se reverra peut-être pour parler de l'usine de Boutargue. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Cathy, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.